Alors, Thierry Mironneau, on va passer à vous. Vous êtes, disais-je, le responsable du département BTS Mécanique et Automatisme Industriel du lycée Nicolas Appert d'Orvaux. Et que c'est le second volet, ça, il faut qu'on le dise, de votre vie d'enseignant-chercheur. C'est pas anodin que vous ayez été enseignant-chercheur dans une vie précédente. Alors, pour saisir là aussi, vous, de quel endroit vous parlez, parlez-nous donc un peu de cette vie antérieure. Vous étiez enseignant-chercheur dans quel domaine ? Ce n'était pas une vie antérieure. C'est toujours, cette vie continue là. Parce que je suppose qu'une fois qu'on a été enseignant et chercheur, on reste enseignant et chercheur toute sa vie. Ah, on reste dans l'âme, effectivement. Ouais. Donc j'ai eu la chance de participer, de travailler au laboratoire universitaire de recherche en production automatisée, donc à l'ENS Cachan, qui nous a permis de développer des méthodes de robotique, d'industrialisation très spécifiques et de connaître les besoins des industriels en termes d'évolutivité. Donc vous êtes resté dans votre milieu, vous êtes comme un poisson dans l'eau, là où vous êtes. Complètement. Donc en parallèle, ayant passé un diplôme qui me permettait d'enseigner dans l'éducation nationale, donc je me suis confronté à la formation d'étudiants en niveau BTS mécanique et automatisme industriel au lycée Nicolas Appert. Votre département au lycée Appert d'Orvaux, vous nous le présentez en quelques mots. Il sert à quoi? Il forme combien d'élèves par an? C'est à partir de quel âge? Et c'est pour quelle destination? Donc la section, le département mécanique et automatisme industriel du lycée Appert permet en fait à partir de 5 enseignants, 5 professeurs en automatisme industriel, de former des jeunes qui sont capables d'intégrer des métiers de la conception d'automatisme, l'utilisation d'automatisme, l'utilisation de la robotique, le développement. Et donc c'est un niveau Bac plus 2. Tout en sachant qu'à l'heure actuelle, compte tenu de l'LMD, en fait, la poursuite d'études sur les licences professionnelles en robotique, en supervision. Donc BTS, c'est 2 ans. Tout à fait. Et puis, il y en a un certain nombre, à quel pourcentage qui deviennent ingénieurs au bout du compte? Parce qu'ils ne se contentent pas d'atteindre ce niveau-là, ils vont plus loin. Il y a une quinzaine d'années, le BTS c'était vraiment la finalité des formations mécaniques et automatisme industriel. À l'heure actuelle, ça évolue de 15 à 20% en conduite d'études du niveau Bac plus 3, Bac plus 5. Alors, quel est le mode de formation que vous utilisez? Parce que je parlais de projets industriels tout à l'heure. C'est quoi les projets industriels? Ça va nous permettre de rebondir après avec vous, Peter de Grob. Comme l'expliquait M. Durand, enfin on l'a bien compris avec son message, l'automatisme c'est quand même un milieu où il faut connaître exactement le besoin des industriels. Donc pour former des jeunes qui vont être aptes à intégrer ce genre de métier, il est nécessaire de travailler sur des cas réels. Donc au lycée Nicolas Appert, on s'efforce en fait de travailler sur des projets industriels à la demande des clients. Donc double objectif, former les jeunes sur une spécificité du métier, bien sûr parce que chaque projet est différent, et les amener à valoriser et à valider leur examen final sur quelque chose de réel. Donc les projets, c'est la conception, la réalisation, l'automatisation, l'informatisation et surtout l'intégration sur le site de production du partenaire. Alors, donc vous avez nécessairement une vision du degré d'équipement des entreprises, au moins de la région. Complétez avec ce que vous savez les propos qui viennent d'être tenus par Daniel Durand. Je compléterai par le fait qu'à l'heure actuelle, la diversité des produits utilisés et commercialisés, et aussi leur durée de vie étant suffisamment limitée, il est clair que la notion d'évolutivité, de changement d'outils rapide, de production, de flexibilité, de sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire en fait le diagnostic rapide, mais aussi peut-être anticiper des pannes éventuelles, on s'aperçoit que l'automatisation industrielle intègre un niveau d'intégration dans l'entreprise très important pour justement éviter les arrêts de production et les pertes d'argent. Alors, précisons encore, vous fournissez des gens formés à des entreprises qui ont besoin d'eux. Alors d'ailleurs, au passage, vous pouvez fournir des... J'ai quelques anciens étudiants. Anciens étudiants qui sont chez Daniel Durand, voilà. Ce degré d'équipement plutôt élevé dont parle Daniel Durand pour ce qui est de la région, vous le constatez vous-même? Plutôt élevé. Vous voyez plutôt vous partir vos étudiants dans la région Rhône-Alpes? Nos étudiants restent dans la région Grand Ouest. En fait, il faut savoir que la demande en offre d'emploi sur le site de la section est énorme. Pour une promotion l'an passé, on a eu plus de 200 demandes d'emploi pour une promotion qui en comporte en moyenne entre 20 et 24 étudiants. Donc une quarantaine, voire une cinquantaine d'étudiants sur le site de formation. Donc on s'aperçoit qu'il y a une très grosse demande des industriels.
pour maintenir en état les objets, la robotique, l'automatisation, mais pour les exploiter. Pourquoi? Parce que comme on l'a compris avec le discours de M. Durand, on comprend très bien que la complexité des lignes évoluant, il faut que le personnel exploitant ces lignes puisse évoluer de la même mesure. Alors, quand vous ne pratiquez qu'un projet industriel par an, je suppose, ça dépend des années. Cette année, on a 2 projets. Alors, comment est-ce que comment ça se passe? Les entreprises vous connaissent, viennent vers vous en disant toc toc toc, Thierry Meronneau, on a un problème, vous pouvez nous aider? Est-ce que ça peut être un projet industriel pour vous? Ou est-ce que c'est vous qui prenez votre petite serviette, toc toc toc, je suis Thierry Meronneau, je peux vous aider à monter un... Ça veut dire par exemple, s'il y a dans cette salle des gens, et on va régler le problème de la concurrence après, qui ont besoin de mettre le pied sur ce terrain nouveau pour les entreprises qu'ils dirigent, est-ce qu'ils peuvent venir vous voir? Expliquez-nous comment ça s'emboîte, comment ça s'enraye. Il y a plusieurs démarches. Soit on a des relations spécifiques qui sont développées par les stagiaires pendant leur stage entreprise. Dans ce cas-là, lorsqu'on visite effectivement les stagiaires, on explicite un petit peu aux industriels quel est le fonctionnement de la section, et qu'en fait, pour aboutir à des techniciens qui sont formés sur de la réalité, il est souhaitable d'avoir un projet industriel. C'est ce qui s'est passé avec M. Degroove. Dans ce cas-là, on aboutit à un partenariat, donc sur un besoin spécifique d'automatisation, de robotisation. Bien. Alors, est-ce qu'on peut dire, pour régler le problème de la concurrence, que de toute façon, ce que vous faites, c'est comme une espèce d'introduction à la robotique pour une entreprise qui nécessairement un jour va venir, ayant été conduite à une certaine addiction, tomber dans les bras des entreprises qui, comme celle de Daniel Durand, fournissent des choses qui sont éventuellement beaucoup plus importantes. Il n'y a pas du tout de notion de concurrence. Mon objectif, c'est pas de concurrencer SEA Productique ou autre. De toute manière, on n'a pas les compétences et le savoir-faire non plus. Nous, notre finalité, notre objectif, c'est en fait de former des étudiants qui sont susceptibles de s'adapter aux technologies nouvelles. Et dans le milieu de l'automatisme, il faut savoir que ça évolue très 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 vite. Donc la difficulté, c'est de former les jeunes sur des projets réels. Donc en fait, sur des projets actuels. Daniel Durand, est-ce que vous pourriez reprendre le micro d'abord et puis nous dire à quel type de problème est confrontée une entreprise qui n'est pas encore robotisée et qui va se robotiser? Bon, elle connaît, mais je suppose qu'on a déjà des automatismes et que ça, on pratique bien, et puis qu'à un moment, on se dit, bon, un robot, quels sont les problèmes qu'elles ont à régler et quelles sont les performances qu'elles vont en retirer d'expérience? La problématique, souvent, c'est d'abord de faire accepter le robot dans l'entreprise. Mais ça, c'est un dialogue qui doit se faire entre le chef d'entreprise et les gens qui travaillent dans l'entreprise. C'est pas la difficulté, mais les choses qu'il faut faire, c'est il faut appréhender cette nouvelle technologie par les gens qui vont travailler avec. Donc ça fait de la formation. Ça suppose de la formation pour les gens. Je vais venir sur un cas, sur une chose. C'est vrai que le robot, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect, effectivement, c'est génial, nouvelle technologie, ça marche 7 jours sur 7, on augmente la productivité, etc. Donc ça, c'est le côté très positif. Puis de l'autre côté, c'est vrai, on peut se dire, ça se substitue à de la main-d'œuvre. Donc c'est ce dilemme qu'il faut un petit peu gérer avec le client, quoi. C'est ça, donc c'est un gap psychologique à franchir. Il y a quelque chose de cette nature. Oui. Quand on intègre le premier robot, oui, souvent. Enfin, c'est pas non plus dramatique, il ne faut pas non plus exagérer. Non, parce qu'on a vite compris qu'on ferme la porte le samedi soir et que le robot, il continue... Non, c'est pas ça, il continue pas à bosser pendant le week-end quand même. Ça peut arriver. Si, ça peut arriver. Oui.